BFM Grand Soir se poursuit. Nos invités ce soir, Geoffroy Roux de Bézieux, ancien président du MEDEF. Bonsoir. Bienvenue à vous sur ce plateau. Et Brice Cardy, président du groupe immobilier L'Adresse. Merci beaucoup à tous les deux. On vous a fait venir pour réagir à ce tollé autour de l'augmentation de la taxe foncière. Bercy va donc augmenter la taxe foncière pour 7,4 millions de logements en 2026. En gros, les fichiers vont être mis à jour pour la première fois depuis 50 ans pour inclure ce qu'on appelle les éléments de confort du logement. L'eau, l'électricité, le chauffage. Ça représentera une hausse moyenne de 63 € pour chacun de ces 7 millions de logements. On va vous demander votre avis dans un instant, mais juste avant, Bruno Jeudi, qu'on comprenne bien, la taxe foncière va donc augmenter en raison d'un ajustement sur les lavabos, la douche, le chauffage, c'est ça ? C'est une révision des valeurs locatives cadastrales et dans ces valeurs j'arrive pas à le dire. Cadastral. Il y a aussi la dimension d'équipement du logement. Et pour beaucoup de ces logements qui datent avant 1975, et ces valeurs n'ont pas été révisées depuis souvent très longtemps, il y aura forcément une réadaptation. Et donc ça va toucher à peu près un peu plus de 7 millions de logements qui seront prévus directement par l'administration fiscale. Voilà, et ce sera ajusté aussi en fonction de la qualité des logements, de lavabo, une douche, une véranda, enfin je sais plus exactement, il y a plusieurs éléments qui constituent les éléments de calcul de cette taxe foncière qui en gros va être révisée dans beaucoup de... Je lis l'exaspération sur le visage de Geoffroy Roux de Bézieux. Non, alors chez un de vos collègues il y a un mois, on discutait de la taxe Zuckman et je disais, vous trompez pas, on commence par 1800 personnes, puis après on passe à 300 000, et après on passera à 10 millions. Alors j'ai dit 10 millions, c'est 7 millions. C'est 7 millions et demi. Mais il faut pas se tromper, ça fait 50 ans qu'on devait réviser ces valeurs locatives, oui, cadastrales. 1975. Pourquoi ça tombe aujourd'hui ? Le gouvernement a besoin d'argent. Il n'a plus d'argent. Hein. Donc on a essayé de faire croire aux Français... Ça fera rentrer 466 millions d'euros. Oui, mais l'histoire c'est quoi ? C'est que comme on ne peut pas toucher aux dépenses, que personne n'arrive à réduire les dépenses, on cherche par tous les moyens de l'argent. Donc on a fait croire aux Français qu'on allait taxer 0,1% des Français. Donc, tout le monde se dit, c'est pas moi les 0,1%, donc tout le monde est pour. Puis après, ça commence à se rapprocher parce que ça suffit pas. On a 170 milliards de déficit. On l'a pas fait quand même. Pardon ? On l'a pas fait. Non, oui, mais on a fait équivalent parce qu'à l'arrivée, on a fait 4 taxes sur les riches qui reviennent peu ou prou à une espèce de taxe Zuckman en morceaux. Donc tout ça, c'est vraiment un grand n'importe quoi. Alors en plus, pour couronner le tout, là on sent que c'est l'administration qui a pris le pouvoir. Puisque c'est typiquement la technostructure de Bercy qui rêve de ce machin. Oui, mais bon, validé, c'est la décision de l'administration fiscale, mais validée par le gouvernement. Et Amélie de Montchalin. Si on va demander aux spécialistes ministre des Comptes publics. Validé, pas validé, ballon d'essai. Enfin bon, là on rentre dans le truc. Alors d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que ça fait pas partie du budget. Ça, c'est l'administration fiscale qui le décide. Et ensuite, oui, c'est à part. Je reviens quand même sur le fond. J'ai entendu Maryse Léon, secrétaire général de la CFDT, dire on n'a pas un problème dans ce budget, on a un problème de recettes. Moi, j'aime beaucoup Maryse Léon, j'ai bien travaillé avec elle quand elle était à la CFDT, mais là, les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. On est le pays qui dépense le plus. On a fait zéro économie dans ce qui est. Et on dit on a un problème de recettes. Non, c'est pas possible. Si, on en a un. On a trop de recettes. Oui, on pourrait dire ça. Mais on a surtout un problème de dépenses. Et donc, une fois de plus, on s'attaque. Mais vous allez voir, c'est pas fini. C'est pas fini. Je vous le dis ici, je reviendrai dans un mois, j'espère que vous me réinviterez, et vous verrez qu'ils auront trouvé autre chose. C'est vraiment c'est la foire du trône fiscal, je sais pas comment l'appeler. Enfin, vous trouvez plein de noms divers et variés. Et ça va faire du mal le consentement à l'impôt. Parce que c'est ça le sujet à la fin des fins. On dit c'est pas grave, les joueurs de foot vont partir, etc., etc. Bon, ça fait quand même des recettes en moins. Mais quand on parle de 7 millions de Français, c'est beaucoup plus sérieux, c'est démocratique. Donc il faut arrêter, quoi. Faut mettre sur pause et s'attaquer aux dépenses. Et ça va faire du mal aux propriétaires ? Ça va surtout faire un message qui est à contresens. À quelques jours près, on a obtenu, alors quand j'ai obtenu, c'est une deuxième étape. La première, c'était l'amendement gouvernemental concernant le statut du bailleur privé qu'on attendait tous, parce que on parle de crise d'immobilier, mais en fait, c'est pas les crises de l'immobilier le risque, c'est une crise du logement. La pénurie, il faut savoir qu'on a perdu en l'espace de 2 ans 74% de biens alloués à Paris et environ plus de 25% sur le marché national. Je vous donne un exemple tout bête. En Angers, par exemple, moi je représente un réseau immobilier qui est très bien implanté à Angers. La rentrée de septembre à Angers, vous n'avez pas de 3 pièces à louer.
Donc là, le problème, c'est que le statut du bailleur privé, même si on n'y était pas, c'est-à-dire que l'amendement gouvernemental a oublié l'ancien. Ça a été sensiblement réparé par l'amendement parlementaire, qui a su, sous forme d'amortissement, même s'il y avait des ajustements à faire, réparer un peu la chose. Au moment où on allait passer le message en disant « ça y est, on a été défendu », notamment on peut le souligner par Valérie Létard, qui a fait un excellent travail dans son court passage en tant que ministre, qui a su convaincre les parlementaires de défendre justement l'intérêt et la cause, de rappeler que même si on voudrait aider tout le monde, aujourd'hui le patrimoine français, il est quand même détenu par les CSP+. Donc si CSP+, vous les motivez pas à aller s'enquiquiner, à avoir tous les freins qu'il y a, à risque d'impayés, squat, travaux, etc., ils n'y vont pas. Là, on attendait du Sénat qui vienne réparer quelques alignements, et là, nous tombe cette chose. Vous savez, la vie est faite de timing, pour les rencontres personnelles ou professionnelles. Là, on entend 50 ans qu'on n'a pas réparé, qu'on n'a pas eu le courage finalement. On n'a pas revu ces critères. En fait, c'est un travail de fond sur le problème de parcelles de fait tous les ans, normalement. Et alors, attendez, je voulais vous lire. Plus, en réalité, qui vont être touchés. C'est aussi beaucoup, il faut le dire, c'est les zones rurales, c'est les maisons en zone rurale, les petits propriétaires, et c'est le confort de vie qu'on taxe, c'est-à-dire les travaux qu'ils ont fait d'aménagement dans leur maison rurale pour avoir une douche un peu plus grande, etc. On paye aussi la fin de la taxe d'habitation. Hein. C'est ça, bien sûr. Parce que comme les maires, il faut qu'ils... Qui ont fait mal aux maires. Voilà, c'est la compensation. Ça a été, je pense, une erreur. Oui, mais qui était extrêmement populaire. Oui, mais baisser les impôts, c'est la mesure qui était la plus plébiscitée en 2017. C'est populaire. Il faut le rappeler. Bien sûr, créer des impôts sur les super riches, c'est populaire. Mais à un moment, il faut aussi essayer de planifier. Or là, on a coupé les recettes des maires, donc forcément, ils cherchent des recettes. Ils ont dû faire pression et on retombe sur finalement une augmentation. Enfin, on recrée d'une certaine manière. C'est une façon de compenser la suppression de la taxe d'habitation. En fait, ce qui se passe, c'est que si on est factuel, la suppression de la taxe d'habitation a été compensée par l'État. L'État, reverse ce que la commune touchait au titre de la taxe d'habitation. Le problème, c'est que maintenant, avec les années qui passent, eh bien, la compensation, elle ne suit pas non plus les besoins des communes qui, entre-temps, aussi ont des charges. Et avant, la commune, elle avait... chaque maire avait la possibilité de jouer sur les curseurs qu'il avait. Il avait plusieurs curseurs, notamment la taxe d'habitation, qui était un curseur important. Aujourd'hui, il ne peut plus jouer sur ce curseur-là. Il lui reste quelques éléments, dont la taxe foncière, qui est le seul curseur véritablement sur lequel il peut jouer. Alors, il a d'autres recettes possibles, mais il n'y en a pas beaucoup. Et globalement, c'est toutes les collectivités. Les départements ont pratiquement plus non plus de curseurs. Les régions, un petit peu. Donc, c'est vrai que c'est une difficulté d'une mesure très populaire, la taxe d'habitation, parce que c'est une mesure qui était largement publicitée par les Français. On voit donc, c'est les propriétaires qui payent à la place des locataires. En partie, oui. Voilà. Alors, François Hollande a réagi. On ne va pas chercher les recettes chez les plus fortunés et on va les prendre sur l'ensemble des propriétaires alors qu'il y en a beaucoup de modestes. La taxe foncière, c'est pas uniquement pour les plus riches. Il y a cette idée, Geoffroy Roux de Bézieux, que les propriétaires sont riches. Mais non, il y a beaucoup de petits propriétaires. Il y a de tout. Il y a, des riches propriétaires et des propriétaires moyens. Enfin, c'est absurde. Mais je voudrais réagir sur la déclaration de François Hollande. Si vous voulez, on peut mettre un impôt sur les plus fortunés. Il y en a déjà beaucoup. On peut mettre en plus. Mais il y a un moment où ça s'arrête. Faire croire qu'on va résoudre le déficit de la France en tapant sur 0,1% de la population, c'est une absurdité. Pour deux raisons. Parce qu'à un moment, ça s'arrête. Et puis surtout, ils vont partir. J'ai lu, là, il y a une étude de l'INSEE sur les plus fortunés. Il y a un tiers dans les 100 plus fortunés en France. On va y venir sur les ultra-riches. Les joueurs de Ligue 1. Bon. Mais les joueurs de Ligue 1, ils sont mobiles. Ils peuvent aller en Angleterre, en Allemagne, en Italie, et en plus, ils courent vite. Non, mais il y a un moment, il faut arrêter, quoi. C'est juste, on va revenir à cette étude de l'INSEE. Vous avez raison, elle est très intéressante sur les plus riches. Mais juste avant, on a un témoignage. Julien, vous êtes propriétaire. Et alors, vous dites, en gros, c'est la goutte de trop, puisque la taxe foncière, elle a déjà énormément augmenté à travers les années. Oui, exactement. Bonsoir Julie, bonsoir à votre plateau. Je vais vous partager mon expérience. J'ai acheté ma résidence principale en 2017. Et quand je suis passé chez le notaire, vous savez, on paye le prorata de la taxe foncière aux anciens propriétaires. Donc celle de 2016, je l'ai bien en tête, c'était 2 400 €. Pour la même maison, après travaux d'embellissement, c'est-à-dire que le calcul qui est fait par l'État, quand on dépose un permis de construire, en fait, on a une réévaluation de la valeur locative et une mise à jour de ce dossier. Cette année 2025, pour la même maison, je paye 7 200 €. Voilà ce que c'est la mise à jour du calcul
de la taxe foncière plus l'augmentation annuelle opérée à Marseille. Vous avez dû faire de très gros travaux, j'imagine, pour que ça augmente comme ça. Effectivement, on a réembelli la maison, parce que c'était une maison du XVIIIe siècle qui n'avait pas été réhabilitée depuis les années 60. Donc effectivement, on a fait de très gros travaux, mais les salles de bain y étaient, l'électricité y était, il y avait même une piscine sur place, donc, et qu'on n'a pas touché. Donc voilà, elle est passée de 2400 € en 2016 à 7200 € en 2025. Et alors comment vous avez fait? Parce que j'imagine que vous ne l'aviez pas forcément budgété, ou peut-être que si d'ailleurs, mais je veux dire... Voilà, alors comment vous faites pour faire face à cette augmentation? Imaginez que la taxe foncière elle est triplée en moins de 10 ans. Moi clairement, alors j'ai la chance de beaucoup travailler et de bien gagner ma vie. Donc je peux le payer, mais clairement ça devient rédhibitoire pour moi. Le consentement à l'impôt n'y est plus du tout, et le projet de famille c'est de partir de la France. Ah, vous voulez quitter la France? Ah oui, bien sûr. Parce que trop d'impôts. Le consentement à l'impôt c'est un échange entre ce que je suis prêt à donner à l'État, et là il n'y a aucun souci, je suis prêt à donner beaucoup, je donne à peu près 40 000 € par an. Mais en contrepartie je n'ai plus rien. Je suis obligé de mettre mes enfants dans l'école privée. L'hôpital, ça va pas bien. La sécurité à Marseille, j'en parle même pas. Donc le consentement à l'impôt, il n'y est plus. Et le service que l'on me donne face à l'impôt que je paye, je le considère plus en adéquation, et donc je préfère partir. Et vous iriez où? Ailleurs en Europe, en Italie ou en Espagne, par exemple. Geoffroy Roux de Bézieux, je voyais réagir. Oui, un petit calcul économique, donc je ne sais pas s'il nous entend toujours. Il est là. Votre taxe a été multipliée par 3. Pour que ça soit logique économiquement, il faudrait que la valeur de votre bien ait été multipliée par 3. Et à ce moment-là, en pourcentage de la valeur, on resterait constant. Je ne connais pas l'immobilier à Marseille, je ne connais pas les travaux que vous avez faits, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits où l'immobilier a été multiplié par 3 depuis 2017. Et c'est ça qui ne va pas. Qu'on paye en proportion de la valeur qu'on a, c'est assez logique. Mais là, on voit bien que les impôts vont beaucoup plus vite que la création de richesse. C'est tout le problème. La taxe foncière a augmenté de 37%, 37,3% entre 2014 et 2024. C'est énorme. C'est colossal. Et c'est 4 fois plus que les loyers n'ont pas augmenté, et c'est 2 fois plus que l'inflation. Donc c'est juste pour vous dire qu'en effet, c'est une hérésie. Et là, il faut expliquer que les fameux 20%, parce que 7 millions, c'est à peu près 20% du parc aujourd'hui immobilier français privé, ils vont augmenter à peu près de presque 10%. Alors là où on s'est encore plus fou, au-delà du timing, c'est le côté arbitraire. C'est-à-dire que vous avez, si on prend l'Île-de-France, c'est 25% du parc en Île-de-France qui va être touché. Ouais. Et vous avez compris, donc ça va être imposé. Je crois qu'il y a un courrier, les Français vont recevoir un courrier pour leur indiquer qu'ils sont Mais concernés. Comment ils vont être sélectionnés? Comment est-ce que l'administration fiscale va savoir quel foyer a changé sa salle de bain, justement, c'est arbitraire. Okay. Et selon les sources dont on dispose, la région qui est la plus touchée, c'est la Corse. Donc les Corses vont recevoir un courrier d'ici le mois d'août. Ça va concerner 60% des habitations en Haute-Corse contre 10% en Isère. Si vous faites entre la Haute et la, si vous faites l'ensemble de la Corse, c'est 50%. Donc ça veut dire que les Français vont recevoir un courrier et ils vont avoir matière à rentrer en voie contentieuse pour éventuellement contester. Non mais c'est ubuesque. Et pareil, je ramène à l'immobilier par rapport à l'investissement locatif. Aujourd'hui, la bonne nouvelle pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est que la situation dans laquelle on est moins grave que celle dans laquelle on était l'an dernier à la même période. C'est-à-dire qu'en gros, on a récupéré 10% de volume de vente, donc on a repris un peu de couleur. Très bonne nouvelle pour les jeunes, les fameux qui font qu'un marché dynamique ou ultra dynamique, ce qu'on appelle les primo-accédants, généralement primo-actifs. Les secondo-accédants, ceux qui sont propriétaires et qui cherchent à vendre pour acheter. Ceux qui étaient aux abonnés absents, et c'est ceux-là qu'il fallait remotiver avec la mise en place en cours du statut du bailleur privé, ce sont les investisseurs. Il faut savoir que les investisseurs sur un marché ultra dynamique, c'est parfois jusqu'à 30%. D'accord ? Donc grossièrement, c'est dans un marché dynamique 200 000 transactions. 200 000 transactions entre la TVA sur les honoraires que touchent les intermédiaires, nous agents immobiliers, et les frais de mutation, c'est 10 milliards. Et là, on vient quelque part au plus mauvais moment, nous couper l'herbe sous le pied en nous balançant pour aller. Alors la seule bonne nouvelle, c'est que c'est pour les collectivités locales. Oui, voilà. On sait où va l'argent. 450 millions. Et là, on avait matière, nous acteurs, tiers de confiance, 466 millions. Nous, on avait acteurs d'immobilier d'aller réconcilier les Français à l'idée de pouvoir revenir sur le marché de l'investissement locatif avec un système d'amortissement. Mais ils le font à l'étranger. Alors, pardon ? Juste un commentaire. C'est l'exemple même
de la manière dont Bercy raisonne. Au lieu d'essayer de faire grossir le gâteau, de faire de la croissance, personne ne parle de croissance dans ce pays. Si on fait de la croissance, on fait croître l'assiette fiscale et il y a plus de recettes fiscales. Et donc, on résout le problème de déficit. Au lieu de ça, on taxe, on fait décroître le gâteau et il y a de moins en moins de recettes. C'est un très très bon exemple, le marché immobilier. C'est une leçon d'économie pour Bercy. Mais à l'inverse, c'est une contre-leçon d'économie, si je veux dire. Donc là, effectivement, plus il y a de transactions immobilières, plus l'État s'enrichit par les recettes fiscales. Sauf qu'ils font tout pour que ça soit réduit. Alors attendez, je voulais vous écouter. Je peux juste rebondir. Là, une fois de plus, on a un propos qui est extrêmement centré sur Bercy. On est très sur les recettes, les dépenses. J'entends. Je vous le dis, on n'est pas dans un problème de crise immobilière. On est dans un problème de crise de logement. Déjà que ça fait 20 ans qu'on se plaint de ne pas construire assez de logements neufs, on en construit 2 fois moins qu'avant. Là, c'est une bombe à retardement. J'ai vu, je ne citerai pas son nom, on commence les effets d'annonce sur ceux qui vont peut-être un jour prétendre à venir diriger le pays. L'histoire de la, comment on appelle ça déjà, la prime berceau, vous n'avez pas eu un truc comme ça? La prime de naissance. Prime de naissance. Mais pour avoir envie d'acheter un berceau et d'avoir des enfants, faut-il avoir encore un nid pour le faire? C'est là qu'on marche sur la tête. Une fois de plus, on n'a pas compris que le problème démographique qui concerne pratiquement tous les pays du monde, où aujourd'hui on a un vrai problème qui concerne la suite pour les retraites, etc., avec une population vieillissante, c'est pas l'idée d'avoir 1 000 € pour avoir faire des enfants, il faut trouver un toit pour avoir la place de le faire.